Ce soir, nous organisons donc un webinaire. Je vous lis l'intitulé, il est sur notre site SNPGH ANPPH. De la NPPH, vous avez avec nous Sylvette Garrigou. Du SNPGH, vous avez Sébastien Amoureux qui va avec Agnès Bobé-Madic faire l'animation. Et puis, donc, en collaboration avec la DIF, Agnès Bobé-Madic qui est présidente de la DIF. Et Agnès, Sylvette et Sébastien nous proposent comme thème pour ce soir, pharmacien hospitalier, embarquez vos préparateurs dans l'aventure à DIF. Donc, juste un petit mot concernant notre syndicat. Je ne sais si ce sont ce soir branchés des préparateurs avec leurs pharmaciens ou des pharmaciens seuls ou des préparateurs seuls. Est-ce que si vous êtes pharmacien, vous pouvez lever le doigt juste pour que j'identifie? Est-ce qu'il y a des pharmaciens parmi nous ou nous avons que des préparateurs? Vous êtes pharmacien, Madame Dumoulin, Brigitte, vous pouvez prendre le micro. Oui, bonjour. Excusez-moi, je répondais au Bonjour, téléphone en même je temps. vous en J'entends des prie, je vous en pharmaciens. prie. Ben, ça fait bien plaisir de vous connaître. Est-ce qu'il y a d'autres pharmaciens autour de la table? Virtuel, hein, bien sûr. Il y a Richard Swan-Paul qui fait voilà. Et puis, bon, personne ne lève le doigt, mais peut-être certains arriveront. En tout cas, toujours est-il que, est-ce que Madame Sylviane Barthélémy, vous êtes pharmacien? Non, je suis faisant en fonction cadre de santé et je suis accompagnée d'Émilie, préparatrice. Bonjour. D'accord. Vous n'avez pas réussi à impliquer vos Bonjour pharmaciens avec Sylviane. vous? Ah Bonjour ben, vous vous Sébastien. connaissez, super. Oui. Alors donc, en l'occurrence, avant de commencer, un petit mot sur le SNPGH. Vous pouvez, préparateur ou pharmacien, aller vous connecter quand vous voulez. Il y a toujours une file d'actualité hein, qui est alimentée en continu. Aujourd'hui, l'actualité, c'est les résultats du Conseil de l'Ordre. Nous avons félicité l'ensemble des quadrinômes SNPGH que nous avons soutenus au préalable. Nous avions fait des webinaires, on fait des fils de webinaires régulièrement. Avec Sylvette, c'est le deuxième qu'on propose. Avec Agnès, c'est le premier. Il y en aura peut-être d'autres. Et puis, donc, on vous donne le programme des webinaires. Alors, des fois, c'est uniquement pharmaceutique, mais quand on peut, on y associe Sylvette pour vraiment faire corps avec nos collègues les plus proches, que sont nos amis les préparateurs. Hein. Donc, un petit mot sur les représentants du SNPGH, voilà, juste pour vous présenter l'équipe. Donc, je suis dans le syndicat depuis plus de 25 ans. Je suis présidente depuis 2 mandats et demi, je pense. Vous qui êtes préparateur, bien, écoutez, vous pouvez faire la promotion à la fois de notre site, mais aussi de notre syndicat auprès de vos pharmaciens. C'est un syndicat qui représente aussi bien les pharmaciens du public. C'est le cas d'Agnès, elle est adhérente SNPGH, que du privé, c'est le cas de Christophe Nambeau qui est notre vice-président, que des ESPIC, Delphine est aussi vice-président, ainsi que Sébastien. Ensuite, nous avons des personnes détachées comme Isabelle Carpentier qui est à Omédit. Agnès Berneron est en privé Ramsay. Christophe, comme Christophe. Brigitte est en public. Et puis ensuite, nous avons Richard Swan-Paul qui est branché ce soir, qui est en public, enfin qui était, parce que je crois qu'il a droit à la retraite. Il est peut-être en fin de parcours, là, en RTT. Et puis Christine Neuchard qui est chez Elsan. Donc, cette petite équipe essaye d'animer au mieux ce syndicat qui se veut de proximité. Donc, nous n'hésitons pas à personnaliser nos réponses et à entrer en contact avec les adhérents qui ont des problèmes. Voilà ce que j'avais à dire sur une petite présentation
de notre syndicat très spécifique. Et puis, je laisse maintenant la parole à, je ne sais pas si c'est Sébastien qui prend direct la parole ou si c'est Agnès, je ne sais pas. En fait, dans le déroulé, nous avions décidé de laisser la parole déjà à la NPPH, qui allait nous présenter les actualités du monde préparateur hospitalier, notamment dans l'évolution des maquettes VAE. Donc là, Sylvette avait 2-3 news à nous donner. Puis derrière, nous avions l'intention de passer la main à Agnès, qui allait nous présenter la DIF, alors avec les nouveautés préparateurs, et puis les actualités aussi pharmaciens, pour faire le lien sur l'équipe pharmaceutique en complet. Voilà. Donc je vais passer la main à Sylvette qui a une présentation. Sylvette, est-ce que tu arrives à partager ton écran? Non, j'arrive pas à la partager, c'est pas grave. Ce que je vais faire. Attends, Sylvette, si tu me l'as envoyé, je vais le faire, moi. Oui, oui, je veux bien. Puis comme ça, il y a des diapos que tu pourras passer rapidement. Est-ce que tu me l'as renvoyé là à l'instant? Ah, tu l'as, toi? Je vais le partager, ouais. Hop. Alors, non, c'est pas cet écran-là que je voulais partager. Attendez. C'est dû t'envoyer jeudi ou vendredi. Moi, je l'ai lancé. Attends, je vais le partager tout de suite. Ouais. C'est celui-là. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Oui, il n'est pas en diaporama, là. Si tu peux le mettre en diaporama. Alors, attends. Ouais, parce qu'il m'a mis le diaporama sur un autre écran. Attendez. Excusez-moi. Ce n'est pas très grave, mais… Oui. J'en profite pour saluer mon amie Virginie Ten qui est branchée ce soir. Bonjour Virginie. Christophe nous a rejoints. À tous. Bonjour. Le temps que tu puisses mettre le diaporama, je vais quand même lancer de toute façon la NPPH parce que si j'ai bien compris, il y a de nombreux préparateurs autour de la table. Donc, j'espère que vous êtes tous adhérents à la NPPH, qui est l'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière et qui fédère tous les préparateurs en pharmacie qui exercent en PUI. Alors, c'est pour ça que j'insiste bien parce que quelquefois, même on en reparlera en fin d'intervention, quelquefois on nous dit « mais moi, je n'ai pas le H, est-ce que je peux quand même faire adhérer à l'association ?» Oui, bien sûr, il faut absolument, puisqu'on représente tous les préparateurs qui exercent en établissement de santé, qu'ils soient publics ou privés. Et ça a son importance aussi, les établissements militaires, mais qui sont plus assimilés dans la réglementation aux établissements de santé publics. Donc, c'est une association qui est à but non lucratif, comme je vous disais, qui représente tous les préparateurs en pharmacie, quel que soit le lieu d'exercice, en PUI bien entendu, mais surtout, c'est que la NPPH ne se substitue pas aux syndicats. C'est que tout ce qui est salaire, ça n'est absolument pas de la responsabilité ou surtout des compétences de la NPPH. Et j'insiste bien là-dessus parce qu'actuellement, on a un point .com sur notre site et on a énormément de questions par rapport aux reprises d'ancienneté, par rapport justement à des statuts particuliers de nos collègues et nous n'avons pas les compétences pour répondre à ça. Ce sont soit les ressources humaines des différents établissements de santé, et puis ou alors les syndicats traditionnels tels que FO, CGT, CFDT, etc. Donc ça, j'insiste bien là-dessus. Tu peux passer la suivante. Voilà, donc les objectifs sont de rassembler tous les préparateurs des secteurs hospitaliers et médico-sociaux, de valoriser l'exercice professionnel, de faire face aux exigences des missions de la pharmacie hospitalière qui actuellement sont quand même sont en constante évolution, de participer, d'informer les professionnels sur la législation, l'évolution du métier, de participer à l'évolution du métier. La dernière en date, ça a été le fait de maintenant d'accéder au DE grade licence,
et de représenter la profession auprès du tutelle et des partenaires professionnels et de promouvoir le métier aussi bien en France qu'en Europe. Donc, après, la diapo suivante, ça va être les derniers décrets, mais c'est juste pour de l'information. C'est les décrets, comme ça, vous les retrouverez dans le PowerPoint qui sera accessible. C'est ce qui a permis, qui fait qu'on ait accédé au DE grade licence donc l'été dernier. Donc, la diapo suivante, c'est la suite aussi. Donc, les premiers diplômés du DE grade licence vont arriver là en cette fin d'année universitaire. Des mesures transitoires sont proposées afin de permettre aux diplômés du BP, puisque comme maintenant on est entré dans l'universitarisation, théoriquement, on devrait avoir un bac plus 2, mais le BP est à un niveau bac. La VAE reste une voie d'accès. On en parlera en fin de présentation d'où on en est dans la VAE. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Et donc, quand je parlais de la représentativité, c'est vrai que la NPPH a des échanges constructifs et réguliers avec le Conseil de l'ordre des pharmaciens de la section H. Donc, on va avoir un nouvel interlocuteur ou une nouvelle interlocutrice très prochainement. Les syndicats de pharmaciens hospitaliers, dont le syndicat qui invite ce soir, le SNPHPU, le SYNPREF et puis le syndicat des radiophares. On travaille aussi avec la NEFT, donc l'association des étudiants en pharmacie, qui a permis justement les travaux d'il y a quelques années, qui ont permis aux préparateurs sur dossier de pouvoir accéder en deuxième ou troisième année de l'université et ainsi permettre d'accéder à la profession de pharmacien. Et on travaille également avec la Fédération des internes de pharmacie. On a aussi des relations intéressantes justement avec, quand ils parlent du DES, et puis nous aussi à côté pour le H, ça nous permet de faire des parallèles. Ensuite aussi dans nos échanges avec on est aussi en dialogue avec les associations représentatives des préparateurs de pharmacie d'officine. Au départ, on a quand même le même métier, donc c'est important. Le APITI, qui est aussi l'association européenne, on en fait partie, on a été à la constitution de cette association en 2010, où on travaille sur des travaux européens. La mobilité, c'est un petit peu compliqué, mais c'est parce qu'on doit faire, on travaille et on voit les modes d'exercice où on pourrait travailler d'un pays à l'autre, c'est ce qu'on entend par mobilité. Et l'UIPAM, qui est l'Union interprofessionnelle des associations de rééducateurs et médico-techniques, on y est depuis 1996. Et entre autres, le fait d'avoir travaillé avec ces associations, c'est ce qui a permis en 1996, depuis 1996, au PPH, qui avait un niveau bac plus 2 de par le DE PPH, de pouvoir intégrer les écoles de cadres de santé. Parce que ça coule pas forcément de source quand on comme ça, avec les prérequis qui sont demandés pour pouvoir, puisque maintenant l'école de cadre santé permet d'accéder à un niveau Master 1 et Master 2. Ensuite, dans les échanges et les travaux qu'on a, donc ça c'est la diapo suivante, on fait partie des groupes de travail de l'ASNR, qui est l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'ABUM, l'association du bon usage du médicament, l'INCa, l'Institut national du cancer, les sociétés savantes, que ce soit la SFPC, donc la pharmacie clinique, et la Société pharmaceutique française des dispositifs médicaux Europharmat. On vient d'intégrer un groupe de travail plus lié à la RSE, les OMEDIT et la DIF, donc l'Association pour le digital et l'information en pharmacie, représentée ce soir par Agnès. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi, au niveau des préparateurs en pharmacie hospitalière, il y a eu un arrêté des GOS de septembre 2022, où on a donc CNP, qui est un Conseil national professionnel. C'est un organisme, une association qui est reconnue par l'État comme représentant officiel et unique d'une profession. Donc, le CNP propose le parcours pluriannuel dans le cadre du DPC, donc du développement professionnel continu, et propose des fiches de cadrage à la NDPC, qui est l'Agence nationale du développement professionnel continu. Même si en ce moment, c'est vrai qu'il y a des discussions qui ont lieu, ce CNP est très actif par rapport à cette reconnaissance du développement professionnel continu qui est exigible pour notre profession. Et il y a eu des fiches, il y a des travaux, alors il y a des fiches de cadrage qui sont en cours au niveau de cette instance, mais dans les fiches de cadrage, il y en a déjà eu 3 qui ont été validées, une en collaboration avec les manipulateurs
en électroradiologie médicale sur les radiopharmaceutiques, puisque c'est un travail qui, selon les établissements, est fait conjointement avec les manip radio et les préparateurs en pharmacie auprès des radiopharmaciens et des médecins de médecine nucléaire. Et les deux autres sont sur le bilan médicamenteux. Et la troisième, c'est sur la gestion des flux et l'importance, enfin, c'est pourquoi je dis l'importance, parce que c'est vrai, c'est l'importance de la gestion des flux dans les unités, que ce soit dans les blocs opératoires ou dans les unités, et le travail connu et reconnu des préparateurs en pharmacie hospitalière quand ils sont dans ces unités. Voilà, donc ce que je voulais faire, je passe tout de suite justement au point VAE dont on a parlé tout à l'heure et l'évolution, puisque j'espérais avoir des grands scoops ce soir, puisqu'on est actuellement, je ne sais pas s'il y a des préparateurs qui sont dans l'assistance et qui sont dans ce parcours de VAE. Donc depuis le DE grade licence, il a été demandé, pour faire très rapide, il a été demandé aux personnes qui étaient en cours du livret 2 de remplir le livret 2 avant la fin du mois de novembre 2024 pour accéder au DPPH, diplôme qui a été abrogé au 31 décembre. Et on leur a demandé un mois avant de faire ça très vite pour qu'un jury puisse se mettre en place avant décembre, ce qui matériellement était complètement impossible au vu du nombre de préparateurs qui étaient concernés. Ça fait que les personnes qui ont rempli leur livret, donc l'ancien livret 2, comme c'était convenu, ont pu avoir des jurys qui se sont tenus cette année et qui vont encore se tenir parce qu'il y a des régions de France qui n'ont pas encore organisé de jury, mais ils sont interrogés sur le nouveau diplôme. Ça fait qu'il y a eu des concordances, mais tous les gens qui sont adhérents à la NPPH ont eu ces informations, bien entendu, et donc il y a eu des concordances, des tableaux de concordance pour permettre à ces jurys de pouvoir valider le DE grade licence, puisque c'est là-dessus qu'ils vont être interrogés. À ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui ont tout obtenu, à ma connaissance, mais comme c'est encore en pleine, comment dire, c'est en train de se faire et que ça met quand même pas mal de temps, il ne faut pas que ces personnes s'inquiètent par rapport à ça, parce qu'elles pourront de toute façon valider, et elles valideront le DE grade licence, ça c'est sûr, sur l'ancien livret. Bon, par contre, les personnes, alors là, il y a des modalités qui ne sont pas complètement… alors, on attend des textes de la DGOS, mais c'est vrai que depuis fin d'année dernière, on nous dit que ça va arriver dans les mois qui suivent. Et à ce jour, les textes ne sont toujours pas sortis pour permettre aux personnes qui sont passées devant les jurys. Et donc, comme avant, on parlait en bloc, c'était des… J'ai oublié le nom parce que comme quoi ça passe vite. Aujourd'hui, on parle en bloc de compétences. Il y a 5 blocs de compétences et à l'intérieur des sous-compétences qui sont fléchées avec des UE. Donc, ça ne semblerait pas compliqué de pouvoir permettre à ces personnes d'aller à l'école pour faire ces UE et ainsi obtenir le DE grade licence. Mais à ce jour, les centres de formation ne peuvent pas encore les inscrire parce que les textes ne sont pas encore faits. C'est ça, c'est qu'on est quand même un pays hyper administré et il faut toujours attendre des textes qui sortiront sans doute cet été. Ensuite, le livret 2, le nouveau livret 2, qu'on attend depuis le 1er janvier, est toujours pas sorti, mais, donc ça c'est une info qui est complètement juste, va être présenté cette semaine au centre de formation pour validation ou éventuellement amendement. Ça fait que le livre 2, à ce jour, n'est toujours pas connu, le nouveau. Donc, ça devrait quand même se décanter assez rapidement. Et ensuite, de là, va se dérouler, enfin, il y aura tout le déroulement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas H, forcément, sera diplômé, que ce soit en voie d'une année entière à l'école ou que ce soit par le biais de la VAE, il aura le DE grade licence. Ce qui est important, c'est que les personnes, et donc on a bien insisté puisque la plupart des personnes qui sont dans les établissements de santé qui sont pas H ont le BP, bien sûr, puisque le DUST n'existe que depuis quelques années. Et on a bien insisté pour avoir l'assurance que tous nos collègues qui sont donc titulaires du BP, qui n'ont pas pu accéder à ce H pour différentes raisons, ne soient pas lésés par rapport au DUST qui arrive, où il semblerait, d'après ce qui se dit des différents CFA et universités attenantes, qu'il y en ait énormément qui soient intéressés par la spécialisation hospitalière. Mais il est important que nos collègues qui ont toutes les compétences et les connaissances qui sont actuellement dans les pays puissent accéder à ce H
dans les conditions les meilleures. Voilà. Donc, c'était le point. Donc, après, s'il y a des questions à la fin, on verra. Voilà, donc je trouvais que c'était important de donner ce point sur la VAE aujourd'hui, qu'on suit de très près. Je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer cet été, tout comme le DE grade licence a évolué pendant l'été. Donc la NPPH et le CNP seront extrêmement vigilants par rapport à ça. Et puis en insistant bien, j'ai encore eu l'assurance la semaine dernière quand j'ai eu notre interlocutrice de la DGOS, qu'on allait bien maintenir les titulaires du BP, c'est extrêmement important pour la pérennité des statuts de ces personnes. Hein. Voilà, ça, il y avait ça. Ensuite, concernant la réflexion sur les protocoles de coopération, ça, c'est un travail qui a été commandé par la DGOS à l'intention de notre CNP pour travailler sur les protocoles de coopération. Pour faire simple, les protocoles de coopération, c'est ce que font déjà les pharmaciens pour faire le parallèle dans la mesure où ils peuvent faire des prescriptions, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qui est prévu sur le métier de base. Mais pour les préparateurs en pharmacie, dans la mesure où on est quand même soumis au Code de la santé publique et qu'il y a quand même une réglementation qui est très cadrée, les protocoles de coopération, à ce jour, ne peuvent se faire que localement dans une PUI pour permettre une collaboration un peu plus avancée que ce qui peut être fait actuellement. Donc, il y a un travail qui se fait actuellement avec des préparateurs, des PPH qui travaillent avec des radiopharmaciens. Alors, c'est peut-être un peu plus simple la mise en place dans la mesure où c'est une activité qui est quand même extrêmement technique et c'est peut-être un peu plus simple. Mais on a eu des exemples de coopération, enfin, qui ne s'appellent pas coopération, mais dans des établissements qui ont été présentés à Opipharm d'ailleurs, avec des préparateurs qui travaillent dans des services avec un pharmacien, dans des services qui font vraiment de la pharmacie clinique au plus près des patients et des services en oncopédiatrie, par exemple. Donc, c'est des pistes sur lesquelles on va travailler. Ça mettra du temps, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que les préparateurs aujourd'hui s'imprègnent de toute cette évolution qui peut être permise, mais tout en restant dans un cadre de collaboration et de travail très actif avec les pharmaciens pour voir comment ça peut évoluer et ces protocoles de coopération. Donc, de toute façon, il y a tout un cadrage administratif par les ARS. Il faut que ce soit vraiment blindé. Ce n'est pas parce qu'il y aura un protocole de coopération dans une PUI que tous les préparateurs qui arrivent seront éligibles. Non, non, ça va être des personnes, ça va être vraiment de la coopération entre personnes dans une PUI. Donc là, on est encore en train de travailler, on est au balbutiement, mais ce sera très cadré. Le troisième point que je voulais aborder, c'était le RPPS. Le RPPS, donc ce registre auquel on n'est toujours pas éligible, ce qui n'est pas entendable en 2025 au vu de l'évolution des missions. Alors, la NPPH et le CNP aussi qui s'est joint pour cette inscription, on a des contacts avec l'agence, la SN, donc l'agence de numérique en santé, qui pense que c'est normal qu'on soit dedans et on a le soutien de tous les présidents, enfin tous les syndicats de pharmaciens hospitaliers, on a le soutien de l'ordre, on a absolument le soutien de toutes les sociétés savantes par rapport à ça. Et en fait, ce qui pêche, c'est les modalités de mise en œuvre. C'est qu'avec le diplôme, comme c'est délivré par la DGOS, un petit peu par la fac le prochain, et que la profession n'a pas d'ordre, ceci étant, il y a d'autres professions qui n'en ont pas et qui peuvent quand même s'inscrire. On a donné des pistes pour le faire comme pour les tech labos, mais là, on a eu une fin de non-recevoir. Donc là, le week-end dernier, on est reparti encore régulièrement, on interpelle et le ministère et la DGOS et l'agence de numérique en santé là-dessus. Là, on vient d'avoir des nouveaux interlocuteurs, donc c'est vrai que c'est tout frais parce qu'on a envoyé des courriers ce week-end encore suite à des rencontres informelles que j'ai eues la semaine dernière, donc on repart là-dessus. Voilà. Donc, et après, il y avait un point, mais c'est peut-être avec Sébastien, on verra peut-être après dans les questions-réponses. Alors, donc là, je fais un peu de la promotion. Hein, nos prochaines journées nationales, qui sont les 46e, nous sommes très vieux, seront à 3 l'année prochaine. Donc, le pré-programme, va peut-être être, je ne sais pas s'il est déjà sur le site, mais il va l'être prochainement, avec une journée sur la santé mentale et le reste est encore en cours d'élaboration, mais ça va se faire assez vite. Mais je pense que le pré-programme est peut-être accessible. Et nous organisons aussi des journées
des journées de formation. Il reste encore des places en 2025 sur la dialyse à Strasbourg, si vous voulez. Il y a encore des places. Et on a été sollicité par, alors c'est pas dessus sur ce document-là, mais la formation de pharmacie clinique qui est un succès à Marseille sera déclinée pour les DOM-TOM en Guadeloupe et en Martinique en septembre, mais plutôt à l'intention des personnes qui sont sur place. Je ne suis pas sûre que si vous demandiez à vos ressources humaines d'aller là-bas, on vous accepte. Là, c'est une demande vraiment de nos collègues des Antilles qui nous ont demandé ça. Et voilà, j'étais en train de regarder. Voilà. Et ça, c'est le programme des formations pour 2026. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pleinement à nos formations qui rencontrent quand même du succès. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci Sylvette. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvette. Donc maintenant, nous allons passer la parole à Agnès. Alors, je vous propose qu'on enchaîne les deux interventions. Les deux associations présentent leurs travaux, puis après on enchaînera sur les questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà poser des questions dans la discussion par chat, et puis on vous donnera la parole tout à l'heure en fin d'intervention d'Agnès. Agnès, je te laisse la parole. Merci beaucoup Sébastien. Alors moi, Agnès Bobet m'a dit que je me présente en 2 mots. Je suis présidente de l'association ADIF, dont a parlé Sylvette, qui est partenaire depuis de longues dates avec le SNPGH et avec la NPPH, bien sûr. Donc, je suis présidente depuis longtemps maintenant de cette association. Et il n'y a pas très longtemps, nous avons décidé d'ouvrir l'ADIF aux préparateurs. Donc, probablement, il va y avoir des modifications de statut qui vont arriver à la prochaine Assemblée générale. Mais d'ores et déjà, les PPH peuvent accéder à tous les outils qui sont disponibles de la part de la DIF, donc mis en ligne depuis des années maintenant, enrichis au fur et à mesure. Et donc, je vais vous présenter les différents outils qu'on propose. Et je me suis volontairement connectée tout de suite sur un compte préparateur pour vous montrer les différents accès que nous pouvons avoir. Alors, la première chose que souvent les gens connaissent, parce qu'on a aujourd'hui un certain nombre de préparateurs, c'est nos réseaux de petites annonces. C'est un service qui existe et gratuit, ouvert à tous depuis maintenant plus de 25 ans. On a à peu près 90% des marchés de petites annonces, que ce soit sur les pharmacies hospitalières, les préparateurs, les CDD, les CDI. Voilà, on clique dessus. On a accès donc aux différentes annonces en cours. Et la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on peut distinguer ce qu'on appelle les offres de particuliers ici. Donc, vous savez que c'est des adifiens qui ont créé leur compte et qui sont pharmaciens dans les hôpitaux qui donc disent qu'ils cherchent un préparateur, un pharmacien, etc. Et puis là, les offres de professionnels, où là, on a plutôt les grands groupes qui font, il y en a 4, 5, 6, qui sont des cabinets de recrutement, voilà, et qui nous sollicitent aujourd'hui, qui sollicitent le réseau pour poster des annonces. Donc, on a maintenant la possibilité d'avoir les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un affichage par carte ici. Donc, quand on clique sur, vous avez un affichage ici par petite vignette. Alors, bien sûr, on peut accéder aux détails, évidemment, de la petite annonce, savoir le texte qui a été rédigé par nos collègues, ainsi que la carte. Et on peut aussi faire un affichage direct par carte de toutes les petites annonces qui existent sur le monde entier, puisqu'on a des antennes, bien sûr, dans tout ce qui est francophone. Et DOM-TOM, on a en Guyane, on a à La Réunion, on a en Guadeloupe, Martinique, évidemment, bien sûr, la plus grande quantité en métropole. Et il suffit de zoomer pour aller chercher dans les différentes zones ici, voilà, et cliquer sur les liens pour aller directement sur les petites annonces, la petite annonce. Et puis, on peut aussi, quand on est intéressé par ces annonces d'emploi, eh bien, paramétrer mes alertes d'emploi et du coup, aller cocher, si je veux, un mail récapitulatif hebdomadaire, mensuel, journalier, et rechercher donc les différents types de postes, choisir les départements dans lesquels on veut chercher, tout ça. Bon, ça, c'est quelque chose qui existe depuis vraiment depuis des années. Ce n'est pas l'ouverture aux préparateurs qui permet ça, mais je voulais vous le montrer quand même. Souvent, les gens connaissent la DIF par cette porte d'entrée.
La grande nouveauté, c'est l'accès aux différents outils qui avant étaient réservés aux pharmaciens hospitaliers et aux internes en pharmacie, notamment les listes de discussion. Alors, attendez, il faut rafraîchir l'écran. Rafraîchir mon écran pour que vous puissiez voir. Voilà. Ah. Moi, je ne le vois pas, Agnès. Je ne sais pas si d'autres personnes... on n'a pas tourné partage d'écran. Oui, je vais recommencer. Alors, essayez sur la deuxième page des participants. Ça se trouve, il est resté en vignette. Alors, tu relances tout l'écran. Je vais mettre comme ça va être plus simple. Voilà, je relance. Là, vous devriez voir. On te voit bien. Et maintenant, on voit mon écran. Voilà. Sur la page d'accueil, du coup, vous voyez, il y avait deux petites choses avec des petits cadenas orange là, qui signifiaient qu'en fait, on ne pouvait y accéder que par le biais d'une adhésion. Voilà. Et donc, on devait être pharmacien hospitalier ou interne en pharmacie pour accéder à ces deux onglets. Il y a aussi sur la simulation numérique, je vais vous les présenter. Deux choses qui étaient, une chose qui était pour le coup tout à fait en accès libre et gratuit, c'est les documents de travail aussi, ici, qui sont intéressants parce que c'est la communauté des adifiens, des adhérents ADIF, qui ont voulu partager des documents de travail. On a par exemple ici le dernier en date qui est document collaboratif, les génériques et présentation unitaire. Est-ce que mon médicament de chez Haro, de chez Mylan, de ce que vous voulez, est en unitaire ou pas? Et c'est un document collaboratif. Ça, je vais vous le montrer quand même ici, quand on y accède avec le lien. Voilà, c'est un document collaboratif, c'est-à-dire que chacun, en tant qu'adifiant, en tant que personne voilà, qui s'intéresse au sujet, peut participer et dire, ben moi, voilà, j'ai acheté tel générique et effectivement, il est unitaire ou il n'est pas unitaire. Vous voyez? Donc, c'est à surétiqueter ou bien là, au contraire, c'est vert, ça veut dire que c'est présentation unitaire. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui existaient déjà avant. Ce que je vais vous présenter là tout de suite, c'est donc sur le menu, d'abord les listes de discussion. Les listes de discussion, c'est la possibilité pour les préparateurs hospitaliers de discuter entre eux sur des sujets de pratique professionnelle. C'est par exemple, mon pharmacien m'a proposé de mettre à jour les dotations ou les chariots d'urgence, par exemple, dans un service. Quelle a été votre méthodologie? Est-ce qu'on peut partager ça? Et dans ces cas-là, on va aller discuter. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand je suis connectée en tant que préparateur hospitalier, j'ai accès à échange entre préparateurs en pharmacie hospitalière. Voilà. Et pour l'instant, j'ai que 23 notifiés, donc ce n'est pas beaucoup, qui me permettent, 23 personnes donc, qui vont recevoir les mails quand je vais pouvoir discuter. Et vous voyez ici, il n'y a qu'un seul message parce que pour l'instant, évidemment, ce n'est pas très alimenté parce qu'on attend aussi de ce webinaire une flambée d'inscriptions. Je vais vous expliquer après les modalités. Pour les préparateurs hospitaliers, l'inscription, l'adhésion à la DIF est totalement gratuite. Voilà, donc là, ici, par exemple, j'ai envie de faire une nouvelle discussion. Eh bien, je vais créer une nouvelle discussion. Je vais dire, ben voilà, j'aimerais bien chariot d'urgence dans les services. Et j'ai envie de discuter avec mes copains préparateurs hospitaliers, chariot d'urgence dans les services. Je vais commencer ici, puis je vais faire mon texte. Je vais pouvoir déposer un fichier et je vais pouvoir soumettre. Là, c'est le gros intérêt par rapport à des listes de discussions, par exemple, qu'on peut voir sur Facebook. Il y a notamment un groupe Facebook qui s'appelle Collectif PPH. Eh bien, Collectif PPH, les gens qui participent à ça ne sont pas forcément identifiés. Ils peuvent poster des messages anonymement, etc. Là, ici, on a une modération, comme on a une modération sur toutes les listes de discussion qui existent à la DIF depuis des années. Donc, il y a des gentils modérateurs qui sont des préparatrices aujourd'hui. Il y a 2 préparatrices qui font ça et qui vont modérer, c'est-à-dire tout simplement accepter le message et le diffuser en l'état, dire est-ce que ça fait partie des sujets qu'on peut aborder, est-ce que le message est bien rédigé, est-ce que c'est bien pas anonyme, enfin voilà, ça ne peut pas être anonyme puisqu'on est obligé de faire une adhésion pour avoir accès à ces listes de discussion. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir discuter
je vais avoir un appel sur ma messagerie, un mail, et je vais pouvoir, à partir du mail reçu, en fait, répondre aux questions, mettre des pièces jointes, enfin voilà, participer à la discussion. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va on va avoir accès aux différentes discussions qui auront été postées, voilà, qui vont faire les petites vignettes. Vous voyez ici, donc, le premier message qui a été posté. Bienvenue sur cette liste de discussion pour les préparateurs en pharmacie hospitalière. C'est Magali Leroux, donc, qui est préparatrice à Marseille. Et ici, il y a le mode d'emploi, les bonnes pratiques. Et vous voyez, Adeline et Magali qui sont préparatrices et qui vont être modératrices pour la DIF. Si j'ai envie de répondre à ce message, je vais pouvoir dire je suis heureuse de participer à la discussion. Voilà. Et je vais pouvoir soumettre ma réponse et quelqu'un va pouvoir, les modérateurs vont pouvoir diffuser ainsi le message. Comment on fait pour être préparateur et s'inscrire à la DIF? On verra ça plus tard, mais on va tout simplement créer un compte ici. Vous allez voir que c'est très, très simple. Donc ça, c'est le premier outil. C'est le premier outil qui permettra de participer, enfin d'enrichir votre pratique professionnelle par le partage entre pairs. Voilà, ce qui fait pas du tout concurrence, enfin tu me diras si je me trompe, Sylvette, avec la liste que vous avez à la NPPH, qui est une liste beaucoup plus où on pose des questions au syndicat pour qu'ils répondent et qui l'aident dans la pratique professionnelle, ainsi que les questions pratiques de VAE, de tout ça, enfin voilà, tous les sujets dont tu as parlé en première partie. Là, c'est vraiment plus de la pratique et du partage fonctionnel dans ma pharmacie, dans ma PUI, comment je fais, c'est quoi vos avis, c'est quoi votre expérience. Voilà, c'est des choses qu'on fait entre pharmaciens depuis des années et des années. Et ça apporte, il y a à peu près 3000 messages échangés par an sur les listes de discussion de pharmaciens. On espère qu'il y en aura tout autant chez les préparateurs. Et puis peut-être un jour, ouverture avec pharmaciens et préparateurs qui discuteront entre eux, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est que entre préparateurs. Et puis, donc on a ces listes de discussion. Ensuite, on a les fiches de Wikiadif. Alors ça, c'est les discussions en synthèse. Et ça, c'est une banque de données incroyable, ouverte du coup aujourd'hui aux préparateurs en pharmacie hospitalière. Vous avez 361 articles qui ont été rédigés sur différents sujets. Et ces sujets sont issus justement des listes de discussion entre pharmaciens. Le meilleur, la substantifique moelle de tous les messages échangés depuis maintenant presque une dizaine d'années sur la DIF. Et donc, on peut faire des recherches, par exemple, sur stupéfiants. Et on n'a pas moins de 48 articles sur les stupéfiants, par exemple, sur le droit des médecins à l'autoprescription, sur la kétamine injectable dans le traitement de la douleur, sur le droit de prescription des sages-femmes, etc., etc. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut retrouver sur Google. Hein. Si vous tapez sur Google, vous allez avoir des choses, des articles, vous allez voir des publications officielles, etc. Là, c'est du partage d'informations et de pratiques professionnelles entre professionnels. Et par exemple, si je prends ce sujet-là au hasard, c'est présenté, vous voyez, comme un wiki. C'est pour ça qu'on appelle ça le Wikiadif. Donc, on a la question, on a des réponses, on a des références vers des articles, des articles, des fiches, des arrêtés, etc. Donc, c'est sourcé, hein, contrairement à ChatGPT aussi. Hein, vous pouvez demander à ChatGPT, mais vous aurez du mal à avoir des sources. Et puis, ChatGPT, on sait bien que sur ces questions-là, il n'est pas forcément très, très fiable. Là, ici, vous avez des sources et donc c'est vraiment très pratique, ainsi que les mises à jour, les dernières mises à jour ici de la fiche. Ça, c'est le Wikiadif. Et la dernière chose que la DIF met à disposition des préparateurs aujourd'hui grâce à cette ouverture, c'est la simulation numérique en santé. C'est les chambres des erreurs. Donc, je vais vous en montrer une rapidement ici. Vous pouvez le faire en e-learning. Avant, c'était donc du coup réservé aux pharmaciens et aux internes. Et c'est quoi? C'est la chambre des erreurs. Donc, on va chercher des erreurs dans différents points cliquables. Par exemple, ici, on est dans un couloir. On va aller discuter avec le médecin, avec l'infirmier. On va aller voir le patient.
on va aller lui poser des questions. Vous voyez, là, il dit « j'ai mal au ventre ». On va aller cliquer sur son bras. On voit un patch ici qui a été découpé. Est-ce une erreur, pas une erreur? On va pouvoir le faire et dire qu'on a trouvé une erreur dans cette chambre. Quand on va la faire, au fur et à mesure, on va remplir et puis on va pouvoir aller visiter en autogestion. On va pouvoir aller visiter la chambre des erreurs corrigées, voir si on a eu bon ou pas bon. Vous voyez ici, donc c'est des erreurs qui concernent le circuit du médicament. Je peux me téléporter si je le veux dans la salle de soins et aller voir, par exemple, ce que j'adore aller voir, je suis pharmacien, j'adore aller voir dans le frigo et notamment voir si tous les médicaments sont bien à leur place. Et surtout, il y a le repas de Tata Simone. Donc, ça doit être a priori une erreur, parce que, évidemment, vous le savez tous, les frigos des médicaments doivent être réservés au réfrigérateur, enfin au stockage uniquement des médicaments. Voilà, je finirai cette présentation par comment faire quand on est préparateur et qu'on a envie de s'inscrire. Eh bien, c'est assez simple. Là, je vais me déconnecter pour vous montrer. Je vais du coup me connecter, dire que je n'ai pas encore de compte, remplir mon nom, prénom, mon email, mon mot de passe, dire qui je suis préparateur, mon nom d'établissement, et puis soumettre tout simplement ma demande. Comme je vous l'ai dit, et chose très importante, dès l'instant où je dis que je suis préparateur hospitalier, que je veux être adhérent, je vais devoir donner mon diplôme ici, le mettre en pièce jointe, de façon à ce qu'il y ait un modérateur chez nous qui va pouvoir accepter votre demande. C'est donc, comme je vous l'ai dit, ouvert uniquement aux préparateurs hospitaliers. On va vérifier que vous êtes bien préparateur hospitalier. N'importe qui ne peut pas venir pour aller voir ce qui se passe et pour aller voir et intervenir éventuellement. Donc, voilà, on met son diplôme. Une fois qu'on a mis son diplôme, il y a un modérateur chez nous qui va dire « c'est OK ». On va recevoir un mail de validation et on va vous dire « coucou, c'est bon, vous êtes maintenant adhérent à la DIF ». Donc, c'est gratuit pour vous, préparateur hospitalier. Là, je vais me reconnecter pour vous montrer quelque chose d'important. Si vous souhaitez récupérer et être averti par mail de toutes les discussions qui vont avoir lieu dans les listes de discussion de préparateurs, il va falloir vous dire que vous autorisez les notifications email et même une fois que vous avez coché ça, vous êtes abonné pour toutes les discussions. Mais si par exemple pour ce sujet-là, précisément, vous ne voulez pas recueillir vos notifications, vous pouvez, décocher sujet par sujet. Donc, pour ne pas être envahi de mails, vous pouvez faire ça. Mais c'est important de le faire pour la discussion principale parce que sinon, il va se passer des choses et vous ne serez pas au courant. Je vois que nous sommes passés de 23 notifiés à 24 notifiés. Donc, il est possible que pendant notre webinaire, il y ait des gens déjà qui se sont intéressés à ce sujet. Donc, je vous remercie et de votre attention et je suis disponible, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions avec Sylvette. Encore merci à Florence pour cette invitation de ce webinaire parce que c'est une très belle opportunité pour nous. Et voilà, on renouvelle chaque année et chaque fois avec grand plaisir ce partenariat avec également la NPPH. Donc, merci beaucoup Florence, merci beaucoup Sylvette. Merci Agnès, merci Sylvette. Et merci. Effectivement, et puis on veut vraiment faire corps pharmacien préparateur et c'est pourquoi on a pris cette initiative d'accès à tous ces outils. Donc à présent, c'est Sébastien qui reprend la parole, je pense. Tout à fait. Alors, déjà, merci mesdames pour ces présentations. Et puis, c'est l'importance de, comme tu le disais, Florence, tout à l'heure, de mettre en avant nos premiers collaborateurs qui sont les préparateurs, parce que on parle toujours de l'exercice isolé en pharmacie, mais on oublie souvent de parler des préparateurs dans ces cas-là. Et c'est vrai que ce qui est mon cas, de travailler seul dans une PUI, en tant que pharmacien, on n'est pas seul, on est avec nos préparateurs et justement, cette mise en valeur est très importante. Merci, mesdames, pour le travail que vous accomplissez toutes les deux. Est-ce que parmi l'assistance, nous avons des questions? Je ne vois pas de main levée, je n'ai pas de questions dans le bandeau.
Moi, je voulais revenir sur le RPPS parce que c'est un point qui va devenir très, très, très bloquant dans les années qui viennent, notamment avec les étapes supplémentaires d'identification sur les logiciels d'aide à la prescription auxquels doivent avoir accès nos préparateurs et qui va se faire de façon obligatoire par RPPS sous plus ou moins longue échéance. Donc, je voulais savoir, donc tu en as parlé un peu tout à l'heure avec les difficultés techniques. Je voulais savoir si comment se positionnait l'ordre et jusqu'à présent, en sachant que évidemment le bureau va être est renouvelé et le président va bientôt être élu, et savoir si tu as déjà été approché par les candidats sur ce sujet-là et voilà, quelles sont les perspectives du point de vue ordinal. Alors, au point de vue ordinal, c'est vrai qu'on a déjà eu des discussions avec l'ancien président, enfin actuel président encore, et c'est vrai qu'on avait même bénéficié un petit peu de la partie juridique de l'ordre, ce qui était plutôt sympathique. Et en fin de compte, on avait regardé comment l'ordre faisait pour inscrire les pharmaciens, et on a essayé de faire un parallèle, et justement c'est comme ça que la question a été posée. On s'est posé la question, est-ce qu'il faut qu'on ait un ordre de préparateurs qui permette de valider les diplômes? Donc on a posé la question déjà à la DGOS, et on a même posé la question à nos collègues européens pour savoir eux comment ça se passait. Il n'y a pas d'ordre dans les autres pays, et en plus en regardant un petit peu le côté juridique même et réglementaire, même si je ne maîtrise pas, on pense qu'on n'est pas éligible à l'ordre dans la mesure où on n'a aucun exercice libéral de la profession. Contrairement à toutes les autres professions qui ont des ordres, il y a un exercice libéral. Mais on n'a jamais eu la confirmation de ces dires par la DGOS à qui on avait posé la question. Parce que c'est un peu compliqué d'avoir des réponses à de nos administrations des différents ministères. Hein. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, ce biais-là, on pense qu'on n'y arrivera pas, et c'est toujours pareil. C'est que si on crée un ordre, en admettant même, ça veut dire que ce serait une cotisation obligatoire, ça veut dire qu'il faut des gens derrière, et quand on voit déjà au niveau de la NPPH, et c'est vrai que j'en profite pour dire qu'on a vraiment besoin que nos préparateurs, enfin que nos collègues préparateurs adhèrent à la NPPH, on est 9000 préparateurs sur le territoire, et en fin de compte, quand on voit le peu de personnes qui adhèrent, on a bientôt plus sur notre .com, on a plus de questions de gens, on doit être à 98% de personnes qui nous demandent des renseignements divers et variés, et 98% qui ne sont pas adhérents. Alors, on répond en espérant qu'ils vont être adhérents, mais sur le principe, c'est quand même pas cool parce qu'on reste des bénévoles, on fait ça le week-end. Et pour juste revenir à ce que disait tout à l'heure Agnès, c'est vrai qu'on n'est pas du tout concurrentiel. Un chat professionnel au niveau, c'est quelque chose que nous, on a pensé faire à un moment à la NPPH, mais on manque de ressources en interne pour pouvoir justement modérer. On ne peut pas tout faire à un moment, on ne peut pas travailler et sur le dossier RPPS, et sur le dossier VAE, et sur le dossier de la formation initiale. On est trop peu nombreux, on a vraiment besoin du soutien de tous nos collègues PPH ou PP dans les établissements. La cotisation annuelle, c'est 39 €, c'est un clic sur notre site. Vraiment, il faut insister. Alors, j'en profite là pour faire de la promotion, mais c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui permet de faire vivre l'association. Si demain, il n'y a plus d'adhérents, les préparateurs, ils vont se retrouver… Enfin, c'est vrai qu'on va avoir une profession qui risque de ne plus être représentée. Alors, on n'a pas du tout le côté salarial, et je sais que c'est ce qui intéresse beaucoup les personnes, mais on n'a pas les compétences pour, puisqu'on n'est pas un syndicat, mais on est quand même reconnu par les tutelles comme justement un syndicat professionnel, sauf sur la partie salaire, mais pour travailler justement sur les métiers, sur les protocoles, en fait sur les protocoles de coopération. Donc, il est important qu'on ait cette visibilité puisqu'on est vraiment reconnu comme tel. Et c'est ce qui nous permet d'organiser encore des journées nationales, de la formation. C'est parce qu'il y a des forces vives au niveau de notre conseil d'administration qui fait vivre ça. Mais on a vraiment besoin du soutien financier des 39 € annuels de nos collègues. N'hésitez pas, les collègues. Le message est passé, Voilà. Sylvette. Ouais. J'avais une deuxième question pour Agnès. Quand tu nous as présenté la feuille d'inscription pour les préparateurs, tu parles du diplôme des PPH. Mais est-ce qu'un préparateur simple titulaire du BP, comme nous avons dans le privé, peut s'inscrire sur ta liste de diffusion? Dès l'instant où il travaille à l'hôpital, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est la condition, en fait, je dis PPH, mais en fait, finalement, c'est préparateur hospitalier. On l'a bien noté comme ça. Mais je dis, il faut le diplôme et il faut Alors, dans ces cas-là, on a demandé une fiche de paye, par exemple, pour être sûr que la personne elle travaille bien dans un hôpital. Ok. Mais oui, bien sûr.
Donc, je tenais à préciser parce que dans le privé, ce qui est le cas chez moi, tous les préparateurs ne sont pas encore PPH. Oui. Et voilà. Mais Donc ça représente une certaine population. Oui, et puis voilà, comme c'est de la pratique professionnelle, voilà, il n'y a pas. C'est l'idée de travailler dans un hôpital et de partager voilà, son expérience. Ce sont les mêmes finalement. On représente les mêmes. Tout à fait. C'est pareil, c'est vrai. Ouais. Et c'est permettre au non-âge d'y accéder. C'est vrai que ça, c'est aussi une de nos préoccupations. C'est ça. Et puis même ceux qui vont passer leur VAE, par exemple, c'est une source d'information qui est hyper intéressante. Enfin, c'est aussi l'état d'esprit qu'on a eu quand on l'a ouvert aux internes. Quand on est interne, on a envie. Enfin, je veux dire, c'est un outil de formation, d'information qui est exceptionnel. Donc, il ne faut pas s'en priver. Moi, j'avais une question pour Sylvette. Sylvette, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire que ça serait plus la licence, que ça c'était abandonné, que le fait de faire, de mettre le niveau du préparateur en PPH au niveau licence ne serait plus possible. Enfin, non, pas possible, mais abandonné ou quelque chose comme ça. Le nouveau diplôme, c'est un DE de grade licence, donc c'est grade licence. Ce qu'on voulait au départ, c'est vrai, ce qu'on voulait, c'était une licence pour tous les préparateurs, une licence directe telle que c'est dans un diplôme universitaire. Donc, avec les différentes discussions qu'il y a eu entre les deux ministères, et ça, c'est pas un scoop, qui s'entendent pas forcément bien ou qui se comprennent pas toujours, la santé et l'enseignement supérieur, le consensus qui est arrivé à la fin, c'était un DE grade licence. C'est pour ça qu'il reste estampillé encore DGOS, quoi, ministère de la Santé. Mais c'est un grade licence, hein. Ça reste quand même un grade licence, le DPPH. Pardon, pas le DPPH, le DE grade licence, puisque le DPPH a été abrogé. Donc ça reste ce niveau-là et ça ne va pas descendre. Hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, comme en parallèle, on faisait, comme au niveau, on travaillait en même temps pour les officines en même temps. Là, ça a été abandonné en cours de route pour différentes raisons. Ça a été abandonné. Je pense que ça reviendra à un moment, puisque notre RNCP, alors c'est ça un peu le paradoxe, c'est que le RNCP du DUST a été écrit complètement par les universitaires, alors que le RNCP des PPH, grade licence, aurait été écrit plutôt par la DGOS. Donc c'est vraiment des prérogatives des uns et des autres et qui font que ça peut créer cette confusion. Hein. Ça peut créer cette confusion, mais la licence, alors c'est vrai que si on entend licence au terme tel que dans la LMD, ce n'est pas vraiment une vraie licence, hein, mais ça reste un DE grade licence qui permet d'accéder à d'autres choses après, quoi. Ça, c'est... Mais effectivement, ça risque d'évoluer dans les prochaines années parce que je pense que les universitaires ne sont pas, alors je ne veux pas parler à leur place, ne sont pas pleinement satisfaits, ni nous non plus, on ne peut pas dire qu'on soit pleinement satisfait, on fait avec parce qu'on a tellement demandé à avoir cette reconnaissance de ce grade-là, quoi, pour être comme les autres médicothèques, en fin de compte. C'est ça, comme les infirmières finalement. C'est ça. D'accord. Nous avons deux questions de la part de Madame Jaume dans le chat qui pose la question suivante. Il n'y aura pas de différence de reconnaissance de diplôme entre le PPH sous l'ancienne forme et le futur diplôme de PPH. Donc, correspondance entre l'ancienne forme de PPH et le futur diplôme. Nous avons entendu beaucoup de choses. Est-ce que les BP devront passer une VAE pour avoir le niveau DUST pour ensuite faire une VAE? Point d'interrogation. Et dernière question, est-ce que la nouvelle VAE PPH peut se faire complètement par VAE ou est-ce qu'il y aura des domaines à faire à l'école? Alors, donc, en ce qui concerne la différence des diplômes, si c'est une question de salaire, parce que c'est souvent ça qui est sous-jacent, alors dans ce cas, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais si c'est une histoire de salaire, alors je parle bien de la fonction publique hospitalière, parce que dans le privé, le PPH dans le privé n'existe pas dans les conventions. Alors, il y a un petit truc, il y a eu un avenant dans la convention anticancéreux, des centres anticancéreux, il y a eu un avenant là, mais qui est ce qu'il est. Mais c'est vrai que dans les autres conventions, le PPH n'existe pas. On parle de préparateur en pharmacie, point. En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, ce qui s'est passé, c'est que comme le grade licence
Non, le passage en catégorie A est assujetti au grade licence. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est le ministre Véran qui a décidé de mettre tous les médicothèques, les préparateurs en catégorie A au niveau des salaires. C'est parce qu'il avait passé les aides-soignants de C à B et il pensait que ce n'était pas bien de garder les professionnels alors que la réingénierie était en cours. Ce qui fait que c'est ce qui a pu créer la confusion à un moment. Mais une chose est certaine, c'est qu'un DE grade licence ou un DPPH aura le même salaire dans la fonction publique hospitalière. Ça, c'est sûr. Il n'y aura pas de revalorisation si c'est le côté salaire. Ensuite, pour les personnes qui souhaiteraient plutôt avoir le grade licence pour différentes raisons, hein, c'est tout à fait louable. Hein. Si c'est pour une poursuite d'études, à part pour l'école de cadre de santé, il n'y a aucun problème. Le DPPH continue d'accéder. Il y a plein de personnes aussi qui, avec le DPPH, ont pu faire des masters, autres ou d'autres licences et tout ça. Ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, sans doute qu'il y aura une possibilité de faire peut-être une VAE pour accéder. Ça ne va pas être la priorité actuellement, ce n'est pas la priorité ni des universités ni des ministères, parce que déjà, il faut qu'ils mettent en place la nouvelle VAE pour les gens qui auront le BP. Donc, à ce jour, et c'est bien ça qui est souhaité, c'est là-dessus qu'on travaille depuis et qu'on maintient un petit peu, c'est de permettre aux titulaires du BP de pouvoir faire, justement comme c'est à niveau bac, le BP, mais de pouvoir accéder à cette VAE donc de grade licence. Ça a été une discussion qui a été assez houleuse avec le ministère de l'enseignement supérieur, mais pour permettre avec les gens qui ont toutes ces connaissances et ces compétences d'accéder directement au DE grade licence sans passer par une VAE pour obtenir le DUST. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils ont quand même énormément de connaissances et de compétences maintenant. Il faut quand même être pragmatique à un moment. On est un pays de diplôme, mais il faut quand même être pragmatique et reconnaître les compétences de nos collègues qui sont en établissement de santé sans le H encore à ce jour. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions parce qu'il y en avait peut-être une autre, mais je ne me souviens plus. Est-ce qu'il y aura l'obtention du diplôme PPH, la nouvelle version, se fait uniquement par VAE ou est-ce qu'il y a des domaines qui se font en formation à l'école? Ah ben alors, il y a la formation, de toute façon, il y a la formation initiale tout de suite après le BP, comme c'est aujourd'hui, comme il y a eu à la rentrée dernière et à la rentrée prochaine. Donc, les deux vont cohabiter. Il n'y a pas de souci. Et pour la VAE, ça peut se faire comme ça se faisait avant, mais c'est vrai que les régions, c'est un peu disparate. Je ne les nommerai pas, mais il y a des régions de France où où des personnes ont pu acquérir le diplôme entièrement par la VAE, même sans pratique, en ayant fait un stage dans un établissement de santé. Mais ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, sur les sujets sur lesquels on travaille et on harcèle un petit peu la DGOS, c'est de permettre aux gens à qui il manque quelques compétences de pouvoir faire les UE correspondantes dans les centres de formation et afin d'obtenir le DE grade licence. Mais les deux formations vont perdurer et puis il y aurait d'ailleurs, la DGOS nous a assuré que la VAE va être quelque chose qui va rester justement pour pouvoir maintenir. Voilà, c'est ça. C'était l'objet de ma future question. Et on sait que le processus va être maintenu parce que, bon, on l'a vu chez les pharmaciens, ça s'est arrêté au bout d'un moment. Donc, oui, là pour l'instant. Il n'y a pas de date butoir. Ok. Donc il y a des questions un peu plus pratiques et personnelles. Moi, j'invite les personnes qui ont des questions un peu plus ciblées sur des facs, sur des régions, de passer par l'association, la NPPH, pour avoir les réponses plus ciblées et puis voilà. Voilà. Et en cotisant si ça n'était pas fait pour avoir des réponses. C'est vrai que j'insiste un petit peu, mais on a vraiment besoin de ce soutien. L'adhésion à nos types d'associations et syndicats est importante pour justement représenter les. Donc on a tous ce même discours. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Bon, le temps imparti étant juste écoulé, on va essayer de le respecter. Rien n'empêche qu'on rebondisse d'ici quelques semaines sur un nouveau webinaire avec Agnès sur tout autre sujet, avec Sylvette, pourquoi pas. On reste en contact. En tout cas, nous vous remercions tous et toutes. J'ai reconnu dans la salle de nombreux adhérents ambassadeurs. J'ai deux Virginie, j'ai Christelle, j'ai Rita.
Riyad, j'ai voilà, Christelle nouvellement adhérente, Riyad un soutien de longue date et mes 2 amies Virginie. Enfin bref, vous êtes connectés nombreux, on a été plus d'une trentaine au sommet. Donc merci à tous et à toutes et au plaisir de vous retrouver. Quant à moi, je retrouve mon conseil d'administration sur une autre visio dans quelques secondes. À très bientôt. Merci encore. Merci Merci de beaucoup. votre À très bientôt. participation. Merci. Au revoir, mesdames. Merci. Au revoir. Au revoir.